Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueurs et joueuses du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Louis-Philippe Ferland. Salut LP, comment ça va? Salut Philippe, ça va très bien. Très heureux d'être reçu avec autant d'honneur et de confort à D12 Échanges. Très heureux de participer à ton projet que j'adore. Ben, le plaisir est partagé. Déjà, pour rentrer en matière, LP, notre première partie ensemble, j'en ai jasé avec Charles Elliott, avec Tony dans les semaines passées. Étant donné ta position de DM, c'était probablement pas ton premier contact avec le jeu de rôle. Non. À quel moment dans ta vie est-ce que tu as commencé à jouer? Moi, j'ai commencé sur le très tard, sur le adulte et passé. En fait, j'avais 25 ans quand j'ai joué ma première partie de jeu de rôle. Ce fut une expérience chaotique et inoubliable à la fois. En fait, c'est un de mes anciens colocs qui s'appelle François, que je salue d'ailleurs, qui m'a dit « Hey, non, mais t'es le genre de gars, toi, t'aimerais bien ça. Là. Tu tripes sur le fantastique, tu fais de l'impro, t'aimerais ça, Donjons Dragons. » Fait qu'il a organisé une session où un autre de nos amis a décidé de DMer ce qui se voulait le début d'une campagne. Finalement, ça a été juste une partie. Puis comme je te dis, très chaotique. On était 8 ou 9, je pense, à jouer. Oh, ouais, c'est beaucoup. Puis pour apprendre un nouveau jeu, un nouveau système et tout, c'était peut-être aussi un petit peu beaucoup me demander, mais on était avec la version 3.5 là, pour les nostalgiques de Donjons Dragons. Puis c'est ça, il y a 8 personnages, là, il y a eu un combat, ça a duré 3 heures. C'était long. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désistés, puis le projet est tombé à l'eau, mais là, de fil en aiguille, François a décidé de DM une game, Marc-Antoine Plouffe, notre autre ami, a décidé de faire une partie lui aussi, et finalement, Sébastien Robillard, apprenant qu'on était un petit groupe, nous a dit « Hey, moi, j'ai une campagne déjà préparée que j'ai écrite, qui vous amène vraiment loin, voulez-vous la faire? » On l'a commencé. On l'a presque terminé. En fait, on a joué pendant comme 3 ans, puis là, il nous reste le boss final, donc... toujours, je relâche la perche toujours une fois par année à Sébastien, là, si ça tente de finir cette campagne dont il nous reste qu'une seule partie à jouer. Moi, je suis toujours ouvert. Ben, les parties qui s'étirent, c'est souvent comme ça que ça se produit. Là. Notre partie, ça fait peut-être 5 ans qu'on la joue, puis en même temps, en ce moment, on la joue à raison de 2 à 5 fois par année. Là. C'est assez événementiel, mais c'est toujours justement une excellente soirée à chaque fois qu'on se retrouve. T'sais. Effectivement, il y a ça qui est comme attaché, je pense, au jeu de rôle ou à Donjons Dragons. En tout cas, l'idée de retrouver des amis, de créer l'occasion de se voir, de passer du temps ensemble, de se faire rire, de retrouver aussi nos bons vieux potes que sont nos personnages, parce qu'à force de les jouer, on vient familier avec eux autres, avec leur personnalité propre à eux autres. Donc, quand on les ressort, on sort les feuilles, c'est le plaisir de les retrouver puis de voir dans quelle péripétie ils vont encore se lancer. Ben, justement, par rapport à ça, c'était quoi ton premier personnage dans ta game de 3.5? Le tout premier, c'était un moine, un prêtre, qui s'appelait Baltratur Corkencouille. Déjà, s'en rappeler, c'est excellent. Oui, c'est à la fois, je m'en rappelle parce que c'est mon premier, mais aussi parce qu'il y a plein de choses que j'ai faites avec que je fais « Ah, je ferais peut-être plus ça. » dont l'appeler Baltratur Corkencouille. Maintenant, ça reste un très bon nom de NPC, mais je prendrais plus ce nom-là comme un joueur. Non, je comprends. Je suis entièrement d'accord. Puis un moine prêtre, c'est une affaire de 3.5, ça, ou c'était un multiclasse en partant? J'ai dit moine, mais c'est que dans ma tête, il y avait un aura, mais c'est prêtre. Son vrai talent, c'était prêtre. J'avais des touchés là, de healing, etc., des points comme ça. Là, j'étais un build très classique de cleric, mais ne sachant rien, ne connaissant rien de Donjons Dragons, j'étais comme un petit peu dépassé par ce qui se passait. Ça m'a pas empêché, par contre, de me mettre dans le pétrin. Je me rappelle que on a comme trouvé un artefact assez tôt. Puis là, moi, pensant que j'allais avoir un subterfuge fou, je suis comme allé voir des gardes en leur disant « Hey, j'ai besoin d'informations, blablabla. » Ils ont reconnu l'objet que j'avais, puis ils m'ont juste attaqué sur le champ. C'est là aussi que j'ai appris que c'est important, la distance à la qualité des ennemis quand le combat commence. Puis qu'il y a des conséquences aux actions que tu entreprends aussi dans le jeu de rôle. Tout à fait. Ce jeu-là pourrait s'appeler Action-Conséquence, puis ça serait tout aussi bon. Donjon Dragon, c'est invitant un peu plus qu'Action-Conséquence, mais je comprends où tu t'en vas avec ça. Ouais. Puis est-ce que le Cleric, c'est encore ta classe de prédilection aujourd'hui? Je dirais que oui. J'en ai essayé d'autres, dont Warlock, que j'aime bien pour la saveur. Bard aussi, j'aime bien ça. Mais mes personnages auxquels je me suis le plus attaché, ce sont des clerics. Je pense aussi à Quendur Folbarbe, qui a été un cleric que j'ai
amené quand même du niveau 1 au niveau 10 dans la campagne là, de Donjon 5e avec Tiamat, là, Order of the Dragon Queen. OK, ouais. J'ai comme fait la première aventure avec lui. Après ça, je suis tombé DM. Ça a été d'ailleurs ma première expérience de DM après ça de faire Rise of Tiamat. Mais Coenza Folbarb était un personnage que j'adorais, qui est devenu un NPC fort chaleureux, qui a servi dans plusieurs campagnes. Finalement, c'est comme devenu une de mes institutions. Là. J'aime beaucoup revisiter mes classiques ou remélanger les histoires. Là. Ça, oui. Il est réapparu à quelques reprises. C'est pas impossible qu'il réapparaisse à nouveau. Ça t'a-tu aidé en tant que DM de commencer avec une aventure pré-construite? Oui, parce que ça met comme un guide. Ça donne une idée aussi d'un peu c'est quoi les... comment balancer probablement les combats là, à plus petite mesure, mais aussi c'est quoi qui fait qu'on passe d'un niveau à l'autre, comment découper ton aventure. C'est sûr que là, il y a des gens, mettons, des puristes de la 5e qui diraient « Ouais, mais tu sais, Tiamat, pas full balancé. Ton groupe essaie d'empêcher le culte du dragon de ramener Tiamat sur Terre. Il y a beaucoup de factions qui sont présentes. Il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de NPC qui jasent, qui font des conseils. » Beaucoup d'informations pour une première game. Là. Exact. C'est beaucoup d'informations à gérer. C'est sûr qu'avoir fait la campagne de début, là, la Horde du Dragon, peut-être que ça aurait mieux préparé à cet endroit-là. Le fait qu'on l'ait déjà joué, je connaissais aussi déjà un peu les groupes et les factions. Mais oui, ça a fait des incanteurs des fois qui sont un peu plus mécaniques. Puis ça, c'est avec l'expérience que ça s'aplanit, ça s'adoucit. Mais ça donne une bonne idée, en tout cas, de c'est quoi l'objectif de comment découper ses sessions, comment découper une campagne. Puis le fait que c'est déjà prévu jusque vers la fin, ben, ça donne l'idée de c'est quoi les chemins qui t'empêchent de progresser vers le prochain niveau. Ça, je le suggère. Je le suggère. Ouais, ben pour en avoir roulé moi-même, une des affaires qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre combien de trésors tu es supposé trouver selon D&D. Ça m'a beaucoup aidé à saisir un peu justement le prix de cette aventure-là qu'on vit tout le temps. T'sais, parce qu'en tant que DM, on est souvent frileux à donner des objets ou à donner du loot. Fait que je trouve que ça m'a donné une bonne base. Puis, tu sais, t'as le droit d'en donner. C'est pas grave si les joueurs sont bons. Là. Non, mais tu vois, moi, ce que j'ai retenu aussi de ça, là, du loot en tant que tel, c'est tout le loot que tu donnes, c'est du loot de trop. Ça débalance. Les objets magiques, en tout cas, ça débalance le jeu. C'est pas... Tes personnages sont déjà compter pour avoir des aptitudes qui les balancent avec les monstres. Fait que tous les objets magiques que tu donnes, ça fausse la donne un petit peu. Puis oui, c'est le fun de donner des nananes aux joueurs, mais tu l'as sans doute remarqué, moi, à chaque fois que je donne de l'or ou des possessions, j'essaie tout de suite d'en reprendre le plus possible. Oui, t'es excellent pour ça. Que garder les gens là, au bout de leur siège, je ne veux pas rien dévoiler, là, mais on vient d'enregistrer la finale, puis finalement, ça n'a pas été si payant que ça, là, votre voyage. Non, ben, écoute, je ne vais pas spoiler rien, mais justement, pendant qu'on est sur le sujet, LP, tu es l'instigateur du podcast Des vainqueurs et des vaincus. C'est un peu toi qui as amorcé le projet. Comment est-ce que tu en es venu à cette idée-là? C'est quoi la motivation en arrière de l'idée de créer son podcast de jeu de rôle? Même si c'est un investissement de temps, puis que c'est du travail en amont, en aval aussi, là, pour préparer tout ça, je pense qu'il y avait un souci d'économie de temps, surtout au fait de le partager au plus de gens possible. Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir, auditeurs, auditrices, qu'on est passé à travers ce qu'on appelle une pandémie qui nous a forcé à être confinés à la maison durant de longues semaines, de longs mois. Et là, toutes les petites campagnes que j'avais avec des amis, dont la campagne qu'on a avec Charles Elliott Anthony, pendant la pandémie, on s'est mis à jouer abusivement parce qu'on avait du temps. On avait du temps, point. Fait qu'on pouvait le faire. On était tous à la maison. C'était super facile avec des plateformes comme Roll20. Donc là, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Là, je me suis rendu compte que tant qu'à passer l'équivalent d'une semaine de travail par semaine pour créer du contenu, créer des parties et tout, aussi bien en faire une au moins qu'on peut partager puis que celle-là, on peut la montrer. Parce que nous, notre plaisir, on était comme « Ah, mais c'est bien hot, on tripe donc bien. » Comment qu'on fait pour justement en avoir plus? Une de ces façons-là, c'est justement de transformer ça en projet qu'on peut partager à tout le monde. Et de là, germer l'idée. Il y a aussi Sébastien qui avait semé des graines. Ça faisait plusieurs années qu'il parlait que ça serait cool peut-être de se faire un projet, un channel, quelque chose, tu sais. Puis ça restait un peu flou. Puis Robbie l'a déjà dit ailleurs, mais Robbie n'avait pas nécessairement le réseau non plus de joueurs. Moi, j'avais plusieurs parties qui roulaient en même temps. Fait que j'ai pu demander les volontaires dans ces groupes-là, voir qui est intéressé par ça. Parce que c'est pas tout le monde non plus qui a envie de jouer pour que ce soit diffusé. D'avoir ce réseau-là, d'avoir le groupe, ça a permis de former ce qui sont devenus des vainqueurs et des vaincus.
Donc, c'était un peu ça la motivation. Faire quelque chose qui se partage, faire quelque chose qui fait qu'on peut en profiter un peu plus, profiter de justement notre, pas dire notre expérience, mais notre approche en tout cas du jeu. Parce que moi, c'est le genre de choses qui, quand j'ai commencé, j'aurais aimé ça peut-être en voir au moins une partie, savoir c'est quoi, ça peut ressembler à quoi la dynamique. Oui. Parce qu'à 8 joueurs, ça aurait pu faciliter le truc. Puis justement, j'aurais peut-être pu faire, on peut peut-être faire 2 groupes. Puis ça serait pas pire aussi. Tu sais, à 8, là, ça commence à approcher 2 groupes. Voilà. C'était un peu ça le but derrière. Puis après 2 ans, justement, de diffusion de ce podcast-là, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui aimerait ça amorcer son propre podcast? Ou est-ce Faites que jamais ça. Bon, je pensais à ça moi aussi, instinctivement. Mais mettons que quelqu'un est vraiment déterminé, là, tu sais. T'as-tu appris une leçon de ces 2 ans-là qu'on vient de passer? Oui, ben c'est une leçon en fait que je pourrais appliquer aussi à quelqu'un qui veut juste commencer des jeux de rôle en général. Puis c'est faut pas avoir peur de faire les erreurs. Faut pas avoir peur de justement de changer des trucs, de revenir sur ce qu'on a fait. Avant de diffuser nos épisodes, on a quand même eu une série test, je vais dire. Ouais. Où justement on essayait de gager c'est quoi le rythme qu'on va avoir, c'est quoi un peu les péripéties qu'on veut faire. Ça a donné des tests justement où il y a des personnages qui sont carrément morts. Là, ça m'a appris que, ah ouais, ben c'est vrai, mais même si je veux que pour le show, ça soit bien tough, il y a des affaires qui sont trop tough aussi, là, c'est pas nécessairement mieux, fait que ça permet de regager ça aussi un petit peu. Commencez ça simple. Avant de vous acheter la panoplie de matériel que ça prend pour avoir la qualité que vous voulez pour votre podcast, assurez-vous d'avoir du monde qui sont motivés, qui sont pas là juste pour jouer parce que ça prend du monde aussi qui veulent déborder puis faire des activités autour. Je salue encore ton initiative de projet de D12 échanges, mais aussi tout le support au montage que tu fais, Phil, qui nous sauve la mise par les temps qui courent. Merci. Donc, c'est ça prend des gens qui sont motivés, non pas juste à faire la partie, mais aussi à ce qu'il y a autour. Puis justement, tu sais, commencez ça avec simple. Là. Êtes-vous capable de vous enregistrer juste avec vos laptops, avec un micro? Ça sonne-tu pas pire? Est-ce que ça se réécoute bien? Faites vos tests. Puis une fois que, justement, vous voulez pousser plus loin, ben allez-y par étapes. T'sais. Faut pas avoir peur de commencer modestement parce que, est-ce que tu sais c'est quoi, Phil, toi, le truc pour manger un éléphant? Commencer à manger un éléphant? C'est une bouchée à la fois. OK, oui, c'est ça. C'est une bouchée à la fois. Faut pas essayer de tout le manger. Ben, c'est un excellent conseil. Pour continuer dans le podcast, nous, à Des Vainqueurs des Vaincus, notre marque de commerce, un peu, c'est que nos 2 histoires principales se passent en parallèle et sont menées par 2 DM différents. Ouais. À ce propos-là, toi puis Sébastien, est-ce que vous avez une concertation, étant donné que vous jouez dans la partie de l'autre? Est-ce que vous écrivez l'histoire ensemble? Robbie a écrit toutes ses affaires chez eux, de son bord. Moi, j'ai pensé à mes affaires de mon bord, sans qu'on se parle. Puis, ça rajoute une couche de fun, parce qu'on joue dans les plates-bandes de l'autre sans vouloir briser son jardin. Je peux utiliser cette analogie-là. Oh ouais. Mais justement, des fois, on sait pas sur quoi on pile. Puis ça donne des moments en partie où t'es en train de jouer, puis là, le DM fait des calls, puis là, t'es comme... Puis là, le petit hamster se fait aller. Fait que c'est pas rien de prévu. On a eu quelques conversations des fois entre les épisodes pour dire telle affaire, mais c'est ça, on veut pas se dévoiler de punch, fait que ça reste très vague, très flou. Je pense que jusqu'à maintenant, on s'en tire pas trop mal, mais je m'attends très sérieusement à ce que ça chie bien raide, puis qu'il y ait au moins un des 2 qui va chier la campagne de l'autre. C'est ce qui va arriver. Vous l'aurez entendu ici en exclusivité, en primeur. Ça va m'amener, ça va, tout va chier. Mais je trouve que ça ajoute un peu au plaisir de savoir qu'on marche sur ce fil tendu à 100 000 pieds dans les airs et qu'on ne sait pas trop comment ça va finir, même pour vous. Oui, ben il y a ça. Il y a le fait aussi que, en tout cas dans mon cas, je sais pas c'est quoi le but, l'objectif final de Sébastien, mais moi, il y a certains trucs que j'ai mis en place, des événements que je veux qu'ils arrivent, mais la fin n'est pas décidée. Il n'y a pas de dénouement préétabli. Là, ça va peut-être contredire ce que je viens de dire là, en disant que j'ai rebalancé des affaires pour pas que ce soit trop dur, mais volontairement, à partir d'un certain moment, les défis vont devenir très, très durs. Puis là, les joueurs, ben, je devrais pas dire les joueurs, mais les personnages, ça se peut qu'on en perde en cours de route. Puis rendu là, on verra, c'est des dés. Là. Il y a quand même du hasard là-dedans, donc je sais pas qu'est-ce qui va arriver.
Mais ça fait partie du jeu, j'ai l'impression. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette vision-là de la mort dans le jeu de rôle qui est comme dangereuse, mais c'est un mécanisme pour raconter l'histoire aussi, tu sais. Ouais. Ils s'en sont super bien servis dans Des Vaincus, justement. Effectivement, quand, ben là, spoiler pour les gens qui n'auraient pas commencé Des Vaincus, mais il y a un personnage qui meurt, puis c'est le personnage de Richie. Richie, en fait, est mort à cause une affaire technique, là. Faire une histoire courte, là, c'est un peu moi qui a rappelé à Robbie que sur son crit, il fallait qu'il lance le double de dés. Il n'avait pas lancé le deuxième dé d'acide. Puis là, finalement, ce dé-là, il a roulé le maximum. Ça l'a amené Richie exactement à son négatif de point de vie maximum, ce qui le tue d'un coup. Donc, il n'a pas eu la chance de rouler des dés de sauvegarde et tout. Il est juste mort. Mais ça l'a mené à un moment plus triste, plus sérieux, où les joueurs sont un peu dépassés, réalisent que, ça peut arriver même dans le podcast qu'un personnage meurt. Il y a eu un moment après ça que Robbie a un peu improvisé avec Richie dans l'au-delà. C'est devenu une quête par après ça pour Richie de un peu, retrouver son âme. Et là, encore là, c'est un jeu divulgage des trucs qui vont être diffusés seulement au début de la deuxième saison de Des Vaincus, mais même la mort, ça peut devenir justement du jeu, ça peut devenir de l'aventure. Fait qu'il faut pas se couper cette voie-là parce que ça fait partie de la game. Et puis ça nous a permis d'avoir le personnage de Yorpos aussi, ben oui! Qu'on n'aurait jamais eu sinon. Je sais pas ce que ça aurait été Des Vaincus sans Yorpos. Il est fait, on dirait, pour... en tout cas, c'était un match parfait. Ouais, voilà. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est certain. LP, en dehors Des Vainqueurs, Des Vaincus, t'es aussi à la barre de l'émission Des Discussions avec Elisabeth Simpson à CISM. Effectivement. Qui est, dans le fond, une émission de discussion sur le jeu de rôle, un peu comme on fait présentement, mais avec un univers de panélistes assez étendu là, à la largeur du Québec. Et vous jouez aussi là, des parties d'actual play dans la deuxième section de l'émission. Puis ça t'a permis d'essayer, je suppose, là, une pléthore de systèmes de jeu. Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça t'apporte après quand tu retournes dans ta game de D&D d'avoir essayé tous ces systèmes-là? Est-ce que ça change ta vision du jeu de base? Ben, je te dirais que des fois, ça amène des idées pour d'autres systèmes ou des façons de balancer le jeu. Je vais te donner un exemple juste parce que c'est arrivé récemment, fait que ça me passe par l'esprit, mais on avait à prendre une décision, puis là, j'ai juste lancé un dé en disant si tu roules pair, ça va être ci, si tu roules impair, ça va être ça. Vu que chaque système a ses petites particularités, d'en connaître plus qu'un, ben ça permet juste de pouvoir des fois contourner le système que tu as. Parce que des fois, les règles, aussi bien balancées, aussi bien pensées qu'elles sont, s'appliquent pas au concret de ce qui se passe dans la situation. Des fois, d'avoir d'autres jeux, tu peux faire je vais utiliser telle mécanique pour telle situation très précise, ça va à tout le monde. Ah oui, puis ça crée un peu de variété. Puis, je dirais surtout ce que ça l'a aidé, parce que ma conception du jeu, je pense, reste somme toute la même, puis je mets ma touche dans peu importe le système. D'essayer des jeux différents, des fois, ça fait essayer d'autres tons. Puis, vu que c'est un format quand même assez court, même un peu plus court que nos podcasts, ben ça m'entraîne, entre guillemets, à rester justement très concis. Puis à être capable de, telle affaire a pris plus de temps que je pensais, je vais raccourcir ce qui s'en vient. Puis ça garde un petit peu à l'affût là, d'avoir cette gestion-là du temps. Puis vu que ça a été un truc récurrent tout l'été, c'est vraiment quelque chose de constant. Ça permet de bien se pratiquer, comme dire. Ah, ben oui, effectivement. Puis, tu sais, justement, d'avoir ton sac de solutions agrandi à cause de toutes les idées que tu es allé chercher, je pense que ça fait toi un DM qui est plus polyvalent aussi à ce niveau-là. Après 2 étés des discussions, est-ce que tu as un système de jeu qui t'a marqué positivement plus qu'un autre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai vraiment beaucoup aimé, là. C'est sûr que Ten Candle, qu'on a essayé avec Anthony au podcast, mais que j'ai refait, moi, cet été en version 5 Candle, j'aime beaucoup parce que ça met vraiment la narrative au centre de ce qui se passe. Puis il y a une difficulté quand même là, pour que ça réussisse. Il faut que les gens roulent des 6 sur leur dé. Plus la partie avance, moins ils en ont. Ça reste quelque chose de vraiment prenant. T'sais, on se laisse... La mécanique est faite pour que même si au départ, là, justement, il y a plein d'espoir, il y a plein d'idées de solutions, ça s'en va vers l'inévitable et c'est la mort. Ça amène vraiment dans des zones qu'on explore peut-être moins souvent surtout nos parties plus comiques. Puis sinon, j'aime bien You Awaken in a Strange Place, que ça aussi,
qu'on a fait au podcast et à des discussions. Oui. C'est un jeu vraiment fou où les gens choisissent leurs skills, leurs habiletés, puis ça devient des habiletés pour tout le monde. Toutes les parties que j'ai jouées de ce jeu-là, même si c'est très, très simple, c'est tout petit, ça amène vraiment dans plein de directions, puis ça, c'est vraiment, vraiment hot. Je trouve que c'est un bon jeu pour initier quelqu'un qui n'aurait jamais joué à un jeu de rôle parce que tout se construit devant les yeux des participants. Ben oui, parce que ça reste très simple, ça reste très libre, mais je le ferais pas s'il n'y a pas personne qui a joué à des jeux de rôle. Je conseillerais quand même d'avoir quelqu'un qui a une base ou peut-être même le maître du jeu juste pour rediriger parce que quand tu n'as jamais fait de jeu de rôle, ben ça, c'est plus dur d'évaluer c'est quoi l'utilité que ça peut avoir au-delà du gag d'avoir des habiletés. Tu sais, mettons, je dis, je suis super bon pour zipper des zips, je suis très bon pour boutonner les boutons, puis ainsi de suite, puis tout est en rapport avec les vêtements, ben, tu fais, 2 heures plus tard dans l'aventure, peut-être j'aurais dû prendre quelque chose aussi qui... Un jet de zip, là, ça t'amène jusqu'à un certain point, mais après ça, tu vas avoir besoin d'autres choses. Là. Exactement. Fait que c'est ça, cette espèce de recul puis de maturité, on va dire, là, par rapport à ce qui peut être fait. Je commencerai peut-être avec un jeu plus simple, mais il y en a tellement des jeux super simples qui permettent de commencer. Au début de cet été, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Roder. Puis ça, c'est genre 2 pages. Super facile. Lasers and Feelings aussi, hyper facile à prendre en main. Pour la base, là, justement, action-réaction, on l'essaye, ça marche-tu, ça marche pas. C'est vraiment très fort comme jeu. Oui, effectivement. Puis justement, tu as discuté au travers de ces 2 étés-là avec la majorité des intervenants du jeu de rôle au Québec. Comment tu trouves la proposition qu'on a présentement en 2022? C'est quoi les forces au Québec qu'on a dans notre proposition de jeu de rôle? Qu'est-ce qu'on gagnerait à améliorer? Ben, l'offre, présentement, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de Donjons Dragons 5e. Ça, je pense que c'est aussi ça a les qualités de ses défauts et l'inverse. C'est très accessible, c'est très connu, les gens connaissent le système. Mais pour des gens qui veulent chercher autre chose, il n'y a pas beaucoup d'autres jeux où c'est très épisodique. Là. Même nous, au podcast, on est surtout Donjons Dragons. Puis des fois, dans nos spéciaux, on essaie d'autres jeux, mais on revient vite vers D&D. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est une bonne question, Sophie. Tu me poses toute une colle. Penses-tu qu'il pourrait y avoir une exposition au jeu de rôle dans un domaine plus mainstream, peut-être, que le podcast, sur une chaîne qui serait publique, disons? Moi, j'attends le moment où Radio-Canada a sa chronique jeu de rôle à chaque semaine, puis ils veulent savoir ce qui se passe dans l'univers D&D. Là. Ça, c'est sûr que ça pourrait être cool. Parce qu'il y a des plateformes qui essaient de le faire, qui font même très bien ça, Coup Critique, des comptes et des dés, essaient de rassembler puis de connecter les différents projets. Fait que j'ai participé, moi, à certains de ces trucs-là, d'aller jouer des parties avec des gens de d'autres, justement, chaînes, de d'autres trucs. Peut-être que la collaboration, ça pourrait être un truc qui est une bonne voie dans l'avenir pour que mutuellement les projets parlent les uns des autres. Puis, veut pas, à force de jouer avec des gens, des fois, tu fais « Hey, telle personne, j'ai vraiment trippé sur sa façon de faire ses persos. » C'est le fun de jouer avec ses amis, mais c'est le fun, des fois, de jouer avec des inconnus ou juste des gens qu'on connaît un peu moins parce que ça crée le mystère. On n'est pas dans les « Ah oui, t'es en train de faire ça, j'ai compris c'est quoi ton intention. » Ça crée des surprises, puis des fois, ça peut être intéressant pour le jeu, justement, là, de vraiment pas savoir non seulement ce que le personnage de l'autre veut faire, mais ce que la personne derrière a en tête. Ça rajoute une petite couche de fun. Fait que collaboration. Puis, il faudrait que Coup Critique devienne une chaîne accessible à la télé. Je le dis, là, je les mets en avant du groupe là-dessus parce qu'ils font déjà plein de choses. Ils font une pléthore, justement, de types de vidéos. Donnez-leur une chaîne. Là. Télé-Québec, là, il n'y a pas besoin de toute la grille horaire. Là. Donnez-leur un petit peu à Coup Critique. C'est vrai que c'est déjà des excellents agrégateurs de contenu là, en termes de jeux de rôle. Puis ils produisent énormément là, de matériel de référence qui est super pertinent pour quelqu'un qui veut amorcer ou développer sa connaissance du jeu. Ce serait pas une mauvaise idée, en fait. Je sais pas si Télé-Québec est au jus, mais puis, ce serait plus bien. sérieusement aussi, ça me fait penser parce que justement, encore, on va avoir l'air de plugger Coup Critique abusivement, mais Pierre-Philippe vient de lancer un premier Kickstarter pour une petite aventure de DCC / Old School Essential. Qui écrit lui-même. Peut-être que ce serait ça aussi la suite logique. C'est tous ces gens-là qui font du contenu, qui font des campagnes maison. Mais il y aurait peut-être moyen que ça devienne des publications, que ça devienne des ouvrages de référence parce que si, exemple, quelqu'un tombe sur notre chaîne, tripe sur le jeu, tripe sur l'univers,
Puis il se dit, ben, j'aimerais ça faire ça aussi, mais sans créer un monde à moi ou sans reprendre les livres qui souvent sont plus accessibles en anglais de Donjons Dragons. Mais s'il y avait des aventures au Québec avec des documents qui sont publiés, ben, peut-être que les gens seraient comme, ah, ben, c'est avec ça que je veux commencer ou c'est dans tel carré de sable que je veux m'amuser. Ça aussi, ça pourrait être une prochaine étape intéressante pour le podcast rôlistique au Québec. Oui, d'avoir nos outils propres au Québec. C'est intéressant. Toi, LP, tu es souvent ce qu'on appelle le DM éternel. Ouais. Tu es dans la position de la personne qui est toujours pognée pour être le DM, mais tu as peu d'occasions d'être un joueur. Mais quand tu as la chance, quel type de joueur tu es autour de la table? Je suis le joueur gossant. C'est mon rôle. Je suis celui qui veut tout faire. Je suis le classique bard qui veut rouvrir les portes, qui veut être en mêlée. C'est mon genre. Mais tu feeds quand même beaucoup aussi à l'histoire, je suppose. Ben, c'est ça, je veux dire. J'espère que j'ai quand même des qualités qui me rattrapent un peu, mais je suis souvent la personne qui retient aussi pas mal tous les éléments de l'histoire, qui fait les liens entre les affaires. Fait que j'essaie de faire avancer, justement, progresser cette histoire-là. Mais je sais aussi qu'un des trucs que j'ai à travailler, c'est d'être à l'écoute puis des fois de laisser un peu aller la narrative. Surtout quand je suis pas DM, c'est pas ma job de faire on change de tableau et tout, là. Fait que faut que je laisse un peu ça. Là. Des fois, je me réécoute je suis comme, ah, mon Dieu, regarde, respire là, un peu. Oui, j'ai ce souci-là, puis je pense cette curiosité-là aussi de l'histoire. Je pense que tu as parlé dans ton premier des 12 échanges du fameux spectre du jeu à rôle. Moi, je pense beaucoup plus du côté rôle. Puis je pense que depuis que j'ai essayé plein de systèmes, ben ça se confirme que le système, dans le fond, parfait, c'est l'excuse, il y a toutes des particularités, il y a des trucs très le fun dans plein de systèmes, mais au-delà de ça, système ou pas... C'est raconter l'histoire, tu sais, qui est le plus grand plaisir. Puis quand t'es DM, c'est quoi les mécanismes que tu utilises pour raconter ces histoires-là? Est-ce que c'est des mécanismes que tu intellectualises ou c'est plus dans un flow naturel que tes éléments de storytelling se placent, tu sais? Bien, souvent, je fais pas une préparation trop longtemps en avant. Je prépare avec ce qui est arrivé dans l'épisode passé, puis je vois la prochaine étape. Des fois, j'ai je vais pas dire l'anglicisme milestone, mais des étapes, en fait, que je prépare. Genre, rendu à telle étape, il faudrait qu'on soit rendu à telle place où telle avenue pourrait s'ouvrir. J'ai pas de mécanique en tant que telle, mais des fois, quand vous écouterez la finale, là, vous allez voir qu'il y a certains moments où je laisse entendre aux joueurs qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il y a une voie qui est vraiment plus difficile que l'autre. Puis là, je laisse les joueurs y penser un petit peu. Puis des fois, c'est ça, le pouvoir de la suggestion est très fort, la manière dont tu présentes les affaires. Fait que ça, c'est peut-être le truc dont je me sers le plus, là, de framer, de cadrer certains trucs pour mettre en évidence ce qui serait le chemin emprunté pour la suite. Parce que des fois, en tant que DM, tu prépares des trucs, puis tes joueurs, on dirait que pour une raison qui est étrangère à tout le monde, ils voient aucunement toutes les pistes que toi, t'as placées. Justement, comment tu recadres ça? Est-ce que tu fais apparaître un NPC de nulle part pour... est-ce que tu le dis physiquement aux joueurs en brisant un peu le consensus du personnage? Ça dépend. C'est déjà arrivé que je dise, exemple, « Hey, la gang, c'est vrai que c'est super cool, mais tu sais, telle affaire, je l'ai pas préparée parce que j'avais pas pensé que vous alliez dans X direction. Fait que si vous voulez le faire, je vais vous patenter de quoi, mais je vais prendre genre 5 minutes pour aller chercher soit des stats ou peu importe. » Ça arrive. Mais souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de quand même y aller, puis laisser des indices, laisser les personnages réagir, ou avoir quelqu'un qui est déjà avec eux, faire comme donner la réaction, justement, là, de la personne incrédule de « Ah, j'aurais jamais pensé que vous alliez faire ça. C'est tellement saugrenu comme idée. OK, parfait. » Puis laisser la piste. Des fois, ça mène justement à des gags. Ça va ramener le côté comique. Mais... non, ultimement, ça me dérange pas non plus de justement flusher ce que j'ai préparé pour aller vers autre chose. Puis ça fait que, à force de le faire, j'ai changé peut-être ma façon de me préparer pour laisser ça plus lousse, pour moins que ça me fasse mal de j'avais préparé une scène avec un monologue de quelqu'un au côté d'une fenêtre. Finalement, si vous brûlez le château en arrivant, je suis comme bon, mais il n'y aura pas ça. Là. Fait que c'est ça, je rapatrie mes affaires un peu plus, puis j'essaie de suggérer les trucs pour envoyer les gens. Puis, on parlait tantôt de jouer avec des inconnus. Les groupes du podcast, puis nos gangs, les parties maison, ça commence à faire plusieurs années qu'on joue ensemble. Tu sais où est-ce qu'on s'en va?
Exact. Vous savez aussi un peu comment je fonctionne, je sais un peu comment vous fonctionnez. Puis là, c'est de justement jauger c'est quoi le bon degré de difficulté pour que vous faire chercher, mais que ce soit pas non plus trop tough. Tu sais, par exemple, la saison 2, il y avait la fameuse énigme de Bardoria. Sans spoiler là, la solution, mais... C'est ça. J'ai laissé plusieurs indices en me disant, là, je vais mettre ça tough parce que je veux pas que ce soit genre, ah, OK, on a deviné tout de suite, puis c'est full facile. Puis finalement, ben, c'était peut-être un petit peu trop tough. Ça reste un travail d'essai et d'erreur. Puis comme je disais en début d'entrevue, tu sais, faut les faire, ces erreurs-là, puis c'est pas grave. Puis au pire, ben, tu sais, j'avais prévu un moment super cool là, pour Rogard là, qui n'est pas arrivé parce que vous n'avez pas trouvé la solution, mais peut-être que ça réapparaîtra plus tard ou, tu sais, j'en sais pas. Oui, il y a toujours l'opportunité de le ramener plus tard dans l'histoire. LP, moi, j'ai la chance de t'avoir en vidéoconférence présentement. Je vois ta bibliothèque, ce qui n'est pas nécessairement le cas des auditeurs, mais ça m'amène à te poser la question, dans toute cette bibliothèque remplie de livres, qu'est-ce qui t'influence dans tes créations de jeux de rôle, dans tes créations de personnages, d'histoires? Est-ce que tu as des influences principales desquelles tu vas piger? Ben, à part, mettons, là, appelons ça le bagage, là, tout ce que j'ai déjà absorbé dans ma jeunesse de fantastique, d'histoire, de films, ça reste toujours comme le lit, la base sur laquelle je m'appuie pour construire mes histoires. Là. Oui. Je me rends compte des fois que j'ai sorti un truc, puis ça ressemble à tel film que j'ai vu quand j'avais genre 6 ans. Ah ben oui, j'ai dû récupérer cette idée-là. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire, comme tu dis, tu vois ma bibliothèque, tu vois que j'ai pas mal tous les ouvrages de la 5e. Ce que j'aime faire, c'est lire les aventures déjà écrites, voir un peu de où ça part, vers où ça s'en va, sans tout... Je ne les ai pas toutes lues, là. Il y en a beaucoup, j'ai juste feuilleté. Je vais m'inspirer des arcs narratifs ou des twists qu'il y a. Des fois, je fais « Hey, ça, c'est vraiment un bon punch. Wow, j'en préparais ça pour des joueurs, ça doit être vraiment hot le moment que ça donne. » Fait que je vais m'inspirer de ça. Des fois, j'en vole, justement, je vais caviarder à gauche, à droite, je vais prendre des chapitres, je vais faire « ce chapitre-là, ça fitterait avec telle aventure de tel groupe. » Fait que je vais aller m'inspirer comme ça. Ou ce que j'aime aussi beaucoup faire, qui est un grand classique, c'est ouvrir le livre des monstres, regarder qu'est-ce qu'ils font, regarder d'où ce qu'ils viennent. Puis là, des fois, il y a « Oh, wow, telle affaire, ça serait tellement une bonne aventure que tel personnage, il est devenu tel truc à cause de ça, parce que c'est un Batman, c'est un dead maintenant. » Fait que ça, des fois aussi, ça nourrit l'imaginaire juste d'amener des nouvelles attitudes, faire comment je pourrais intégrer ça dans une histoire qui est déjà en cours. Ça va souvent être ça que je vais faire pour justement m'inspirer pour des trucs à venir. Ben, à même, moi, le lore de D&D, effectivement, il y a énormément de jus à aller chercher là-dedans. Puis souvent, on joue pendant des années, puis on joue juste une petite pointe là, de tout ce qui est possible d'explorer. Donc, ils en ont fait du stock, qu'est-ce que tu veux. On est rendu à 5e édition, fait que tu peux même aller piger dans 2e, puis trouver des trucs intéressants que tu réadaptes. LP, ça fait 2 ans qu'on fait du spectacle de jeux de rôle ensemble. On vient de terminer hier la finale de Des Vainqueurs saison 2. C'est vrai, c'était hier. Toi, tu as des gros projets qui t'attendent dans les prochains mois, soit la paternité. Oui, effectivement, il y a un bébé qui arrive incessamment, donc il y avait cette urgence-là aussi de boucler les enregistrements. Mais où est-ce que tu m'amènes avec cette prémisse de questions? Toi, qu'est-ce que tu espères pour l'année prochaine, la saison 3 de Des Vainqueurs, des Vaincus? Ben moi, j'espère que le bébé va être en santé puis qu'elle va pouvoir joindre la campagne assez rapidement. J'aimerais ça qu'on soit le podcast avec le joueur ou la joueuse la plus jeune qui a jamais été enregistrée de l'histoire des jeux de rôle. Donc ça, c'est mon gros objectif. Mais non, sérieusement, saison 3, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre nos aventures. Déjà, ça, c'est déjà, on est choyé de pouvoir le faire. Fait que j'espère qu'on va pouvoir garder ça, garder notre rythme aussi de sortie. J'espère qu'on va être capable de closer cette histoire-là, parce que plus on s'avance, plus on se rapproche de ce que moi j'avais imaginé au départ, cette grande intrigue. Puis je sais pas si ça va se faire en 3 saisons. D'ailleurs, on s'en reparlera là en dehors, mais on a comme découpé ça en saisons parce que nous, ça nous adonne pour les enregistrements, mais finalement, des fois, on est des semaines sans enregistrer, fait que c'est pas non plus tout à fait... C'est un peu... Ça a l'air d'être bien précis puis bien pensé, mais des fois, c'est un peu... Ouais, une saison, ça s'appelle une saison parce que c'est les 12 épisodes qu'on a enregistrés cette année-là, mais... C'est ça, c'est arbitraire, tu sais. Oui. Mais non, ce que j'espère, c'est peut-être aussi que Des Vainqueurs, des Vaincus, on ait finalement un grand crossover. Ça, j'aimerais ça qu'on se retrouve tous les membres pour enregistrer une partie. Oui,
Ce serait bien, ça. C'est quelque chose que je vise. Là. Déjà, dans la saison 2, il y a eu des petites incursions des groupes dans le monde de l'autre. Encore là, je ne veux rien divulgacher parce que Des Vaincus n'a pas encore été diffusé, mais ça se promène entre les deux mondes. Donc, l'objectif, ce serait qu'un jour, ça se merge, ne serait-ce que le temps d'un ou de quelques épisodes. Puis, l'Éternel aussi, j'aimerais ça que, justement, ça continue de grandir, de grossir. On a plein de gens qui regardent nos épisodes, mais il y a toute une population, en fait, tout un public pour ce genre de trucs-là. Il y a tout un public potentiel qui n'a pas encore découvert nos aventures, qui serait probablement choyé de tomber sur nos niaiseries. Non seulement il y a déjà un public pour les spectacles de jeux de rôle, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas ça, qui, je pense, finiraient par aimer ça. Parce que je sais des commentaires que j'ai de gens qui ont dit « Ah, je te connais » ou « Je connais telle personne dans le groupe. J'ai commencé à écouter vos aventures. Je connais pas Donjon pantoute, mais c'est bien drôle. » Genre, j'écoute pas je comprends pas toute l'affaire des jets puis des calculs, mais l'histoire que vous racontez est le fun. Puis ça, j'espère que ça va continuer puis que ça va peut-être faire boule de neige, qu'on va avoir de plus en plus de gens qui font comme « Ah, j'ai découvert les jeux de rôle grâce à vous » ou « J'aime votre show juste pour tel élément comique ». Ça, je pense que c'est quelque chose qui me rend bien fier, puis je pense que ça peut être une belle avenue vers laquelle continuer, parce que je sais aussi que notre style de jeu, pour des gens qui sont des fans de jeux de rôle, qui sont peut-être des gens plus sérieux, ça peut être quelque chose qui est pas dans leur corde. Hier, en plus, je parlais avec un ami. Sa copine a comme su qu'on faisait un projet de Donjon Dragon. Puis il lui a dit « Ouais, puis ils sont vraiment drôles, tu sais, c'est comédie, humour. » Puis elle a fait « Hein? » Elle comprenait pas comment ça se pouvait de faire du jeu de rôle puis d'être drôle. J'étais comme Dans le jeu de rôle, il y a drôle. C'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais bref, il y a des gens qui, je pense, pourraient découvrir, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des appréhensions, des idées préfaites de les jeux de rôle, c'est tel genre de personnes qui font tel genre d'histoire, c'est toujours très sérieux, c'est toujours justement le classique Farador, là, la personne, je suis niveau 88, puis tous mes points de vie comptent, etc. En 2018, là, Etu Game a fait sa campagne avec les appendices qui était très comique, là, très orienté sur la comédie. J'aurais l'impression que rendu en 2022, cette barrière-là du sérieux aurait été brisée, mais semble-t-il qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ombre par rapport à cet aspect du jeu de rôle. Effectivement, les stéréotypes ont la vie dure. Pas la vie dure, mais on la couenne dure. Ouais, ils sont tenaces. Ils sont tenaces, voilà. Les stéréotypes sont tenaces, c'est ça que je voulais dire. Puis, pour la campagne des appendices, je sais qu'il y avait des invités à chaque fois. J'ai pas vu tous les épisodes, mais j'ai l'impression que l'histoire, des fois, justement, se promenait un petit peu. Puis, vu qu'on partait vraiment dans de la déconne, appelons ça comme ça, de l'humour, des fois, l'histoire prenait le bord. Je pense que nous, on essaie de quand même faire un espèce de pont entre l'histoire qui se continue malgré les blagues. Les blagues n'empêchent pas que ça avance un peu. Peut-être des gens, nos détracteurs, pourront nous écrire en commentaire s'ils trouvent que c'est pas le cas, mais je pense qu'on a un bel équilibre, en fait, qu'on arrive à atteindre entre les deux, puis ça, j'espère qu'on va justement arriver à le propager, puis peut-être avoir des campagnes qui nous... des gens qu'on inspire, qui partent le podcast à cause de nous, ça me rendrait tellement fier. Ah, ça serait touchant, hein? D'être l'inspiration de la création, c'est toujours le fun. LP, c'est ce qui conclut notre 12 échanges aujourd'hui. Ben oui. J'avais prévu 6 heures pour ça. Écoute, tu vas avoir 5 heures pour faire ce que tu veux. C'était très plaisant. J'ai énormément apprécié notre conversation. J'aimerais remercier tous nos auditeurs. J'aimerais te remercier aussi d'avoir été là. Je te remercie, Phil. Ça fait plaisir et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Des 12 échanges. Bye bye.